J'avais invité mes parents et mes frères et sœurs à un somptueux dîner de Thanksgiving. Mais ce jour-là, pas un seul d'entre eux ne s'est présenté. Ils m'ont abandonné et se sont réunis ailleurs. J'étais assis là, mangeant dans les larmes et l'humiliation. Puis mon grand-père est entré et a placé une enveloppe dans ma main. Je l'ai ouverte, et la vérité m'a stupéfié. Bonjour, je m'appelle Adam. J'ai 29 ans et je travaille comme analyste financier dans une entreprise à Omaha, dans le Nebraska. Une ville tranquille nichée au cœur de l'Amérique, où les routes s'étendent à travers d'interminables champs de maïs et où les vents d'automne apportent une brise fraîche et vive. Contrairement au chaos animé de New York ou à l'attrait éblouissant de Los Angeles, Omaha a le calme discret du Midwest, où les gens se saluent encore tous les matins et connaissent le nom de leurs voisins. Pourtant, pour moi, Omaha n'a jamais vraiment été une maison. J'ai grandi ici dans ce que j'appelle ma famille d'accueil. Mais depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu l'impression d'être une pièce de puzzle qui ne s'intègre pas tout à fait à leur image. Je ne me souviens pas clairement de la façon dont j'ai été adopté. Les histoires du jour où j'ai rejoint cette famille n'étaient racontées que par les murmures froids de ma mère adoptive, Hélène, pendant les moments où elle était mécontente de moi. Nous t'avons sauvé d'une vie sans valeur, disait-elle souvent, son ton impliquant que je lui devais le monde. J'ai été adopté quand j'étais bébé, même pas 3 mois. Mes parents adoptifs, Robert et Hélène, étaient aisés, vivant dans une spacieuse maison à 2 étages dans la banlieue d'Omaha, avec une pelouse verdoyante et une clôture blanche immaculée. Ils avaient 2 enfants biologiques, Eric, de 2 ans mon cadet, et Anna, de 5 ans ma cadette. Sur le papier, je faisais partie de cette famille, mais dans leur cœur, je n'étais qu'une faible ombre. Dès mon plus jeune âge, j'ai remarqué que j'étais différent. Ce n'était pas seulement que mes cheveux bruns foncés ou mes yeux bleus ne ressemblaient à personne d'autre dans la famille, bien que cela m'ait fait m'interroger sur mes origines. La différence résidait dans la façon dont ils me traitaient. Lors des rencontres parents-professeurs à l'école, ma mère adoptive présentait Eric et Anna comme son fils et sa fille. Mais quand il s'agissait de moi, elle disait simplement « Voici Adam ». Rien de plus, rien de moins. Le mot ophile semblait trop fastueux pour être utilisé pour moi. Je me souviens d'une fois, quand j'avais environ 7 ans, debout dans un coin de la pièce lors d'une fête de Noël en famille. Tout le monde était réuni, prenant des photos devant un arbre de Noël scintillant. Mais quand j'ai essayé de me joindre, Anna m'a repoussé. « Tu n'as pas besoin d'être ici, dit-elle, d'un ton comme si j'étais un invité non invité. » Ma mère adoptive a juste souri, tapoté la tête d'Anna et a continué à prendre des photos. Je suis resté là à regarder les lumières scintillantes, me sentant comme si le monde entier riait et célébrait pendant que j'étais laissé à l'écart. Tous mes efforts pour être reconnu étaient vains. J'excellais à l'école, toujours en tête de ma classe, rapportant à la maison des bulletins et des certificats qui recouvraient le réfrigérateur. J'aidais ma mère adoptive à faire la vaisselle, à balayer la cour, j'ai même appris à plier les vêtements comme elle l'aimait, mais tout ce que j'ai reçu en retour, ce sont des hochements de tête froids ou un bum bref. Une fois, je l'ai entendu parler à mon père adoptif dans la cuisine quand il pensait que je dormais. Il le fait parce qu'il sait qu'il le doit. Nous lui avons donné une maison. Il nous le doit. Ces mots ont transpercé comme un couteau mon cœur tendre. Je n'étais pas leur fils, j'étais une obligation. Mais il y avait une personne dans cette famille qui me faisait sentir que j'existais vraiment, mon grand-père, Henri. Il vivait dans une petite ferme à 2 heures de route d'Omaha, où les champs de maïs s'étendaient à perte de vue et où le ciel nocturne étincelait d'étoiles. Chaque été, quand l'école était finie, j'étais envoyé chez lui. Ce sont les seuls mois où je me suis senti vivant, vraiment aimé. Grand-père ne m'appelait jamais Adam d'une manière sèche et détachée. Pour lui, j'étais mon gamin ou mon cher garçon. Il m'a appris à réparer des voitures dans son garage, imprégné de l'odeur de l'huile de moteur. Il m'a montré comment faire pousser des tomates dans son jardin, et les soirs tranquilles, il s'asseyait sur le porche à gratter des airs folkloriques sur sa vieille guitare pendant que je chantais, même si ma voix était loin d'être impressionnante. Grand-père était le seul qui me voyait vraiment. Quand j'avais 12 ans, je me suis assis avec lui sur la balançoire du porche à regarder un coucher de soleil rougeoyant à l'horizon. J'ai lâché, « Grand-père, pourquoi maman et papa ne m'aiment-ils pas ?» Il a arrêté de gratter, posant sa main sur mon épaule. Ses yeux, gravés des rides du temps, m'ont regardé pendant un long moment. « Adam, dit-il, sa voix profonde et chaleureuse, tu es la meilleure chose que cette famille ne sait pas comment chérir. Ne laisse pas ta gentillesse dépendre de la façon dont ils te traitent. Tu vaux tellement plus que ça. » Ces mots se sont gravés dans mon esprit, une petite flamme vacillant dans mes jours les plus sombres.
Je me souviens aussi d'une autre fois où grand-père m'a emmené dans le champ derrière sa ferme. Alors que nous étions assis à regarder le coucher du soleil, il a soudainement demandé « Penses-tu parfois à ta vraie mère ?» La question m'a stupéfié. Je n'avais pas beaucoup pensé à elle. Ma mère adoptive disait toujours que ma mère biologique était irresponsable et que je ne devrais pas m'en soucier, mais les yeux de grand-père remplis de mystère et d'inquiétude ont fait battre mon cœur. Je ne sais pas, répondis-je, ma voix tremblant. Je ne pense pas qu'elle voulait de moi. Grand-père a pris ma main, la serrant fort. Ne pense jamais ça, Adam. Il y a des histoires que tu ne connais pas encore. Mais un jour, tout prendra sens. Ces mots vagues ont planté une graine de curiosité en moi, le sentiment que ma vie pouvait cacher un secret plus grand que je ne pouvais l'imaginer. Mais la chaleur de ces étés avec grand-père ne pouvait pas effacer la solitude en moi. Eric m'a toujours considéré comme un rival qui ne valait pas son attention. Il se moquait de moi devant ses amis, m'appelant le vagabond quand il pensait que personne ne pouvait l'entendre. Anna était différente. Elle n'était pas ouvertement cruelle, mais ses yeux gardaient toujours une distance comme si j'étais un étranger vivant sous le même toit. J'ai essayé de ne pas laisser cela me briser. Je me suis dit que si je travaillais plus dur, étudiais mieux, me comportais parfaitement, un jour il me verrait différemment. Mais au fond, je savais que cet espoir était aussi fragile qu'un fil. Chaque matin, je me réveillais dans ma petite chambre mansardée, la seule de la maison sans une grande fenêtre donnant sur la cour avant. Eric et Anna avaient des chambres spacieuses décorées avec des affiches et des jouets, tandis que la mienne n'avait qu'un simple lit, un vieux bureau et une lampe de bureau vacillante. Je ne me plaignais pas. J'avais appris que se plaindre ne faisait que faire froncer les sourcils à ma mère adoptive et dire « Tu devrais être reconnaissant d'avoir un endroit où dormir ». Mais chaque fois que je descendais les escaliers, j'avais l'impression d'être un invité dans ma propre maison. Il y a un souvenir que je n'oublierai jamais. Quand j'avais 14 ans, la famille a organisé une fête d'anniversaire pour Anna. Le salon était rempli de gâteaux, de ballons et de rires. J'avais passé une semaine à faire un bracelet en cuir pour elle, en espérant qu'elle l'aimerait. Je l'ai emballé soigneusement dans une petite boîte, l'ai attaché avec un ruban rouge et l'ai placé sur la table des cadeaux. Quand Anna l'a ouvert, elle a jeté un coup d'œil au bracelet, puis l'a mis de côté pour ouvrir des cadeaux plus chers, un nouvel iPod de nos parents, une paire de chaussures pour Eric. Ma mère adoptive n'a même pas remarqué mon cadeau. Je suis resté dans un coin, sentant que mon cœur était brisé. Après la fête, j'ai trouvé le bracelet dans la poubelle, mélangé à du papier d'emballage froissé. Je l'ai ramassé, nettoyé et rangé dans ma boîte personnelle. C'était la dernière fois que j'essayais de faire un cadeau à qui que ce soit dans la famille. Un autre souvenir douloureux est survenu quand j'avais 16 ans. J'ai décidé de faire quelque chose pour rendre mon père adoptif fier. Robert était un homme sévère, toujours occupé avec son entreprise immobilière. Il me parlait rarement, mais je l'avais entendu se vanter auprès d'amis d'avoir réparé le vieux camion de la famille. Je pensais que si je pouvais faire quelque chose de similaire, il me verrait différemment. Je me suis faufilé dans le garage avec les outils que grand-père m'avait laissés d'un été précédent. Le vieux vélo d'Eric avec un pneu avant crevé était dans le coin. J'ai passé des heures à le huiler, à serrer les boulons, en essayant de le rendre à nouveau utilisable. Quand mon père adoptif est rentré à la maison, je l'ai tiré avec enthousiasme vers le garage pour le lui montrer, mais il a juste jeté un coup d'œil et a dit « Ne touche pas aux affaires d'Eric. Ce n'est pas à toi. » Je suis resté là, figé, sentant comme si le sang dans mes veines avait cessé de couler. Je voulais expliquer que j'essayais juste d'aider, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai pleuré seul. Mon enfance s'est passée comme ça, un mélange d'été chaud avec grand-père et d'hiver froid dans une grande maison sans amour. J'ai appris à cacher mes émotions, à sourire même quand mon cœur était brisé. Je me suis dit qu'un jour je trouverais où était vraiment ma place. Mais à l'époque, je ne savais pas que ce voyage me mènerait à une vérité plus douloureuse que tout ce que j'avais jamais vécu. Quand j'ai eu 18 ans, l'opportunité de quitter Omaha est apparue comme une issue de secours. J'ai reçu une bourse complète pour l'université du Nebraska-Lincoln, à un peu plus d'1 heure de route de la maison. Ce n'était pas une grande distance, mais pour moi, c'était comme une porte vers un nouveau monde. Le jour où j'ai fait mes valises, ma mère adoptive, Hélène, s'est tenue à la porte de ma chambre, les bras croisés, les yeux aussi froids que jamais. « Prends soin de toi, dit-elle, sa voix plate comme si elle s'adressait à un locataire. Mon père adoptif, Robert, a simplement hoché la tête, les yeux rivés sur son journal. J'ai traîné ma valise hors de la maison,
le cœur lourd, mais scintillant d'une étincelle d'espoir. Peut-être qu'en partant, je trouverai où était vraiment ma place. L'université a été une bouffée d'air frais. À Lincoln, personne ne me connaissait comme l'enfant adopté ou l'étranger. Je me suis jeté dans mes études, choisissant la finance parce que je savais que j'étais bon avec les chiffres et l'analyse. Des soirées tardives à la bibliothèque, des dissertations s'étendant sur des dizaines de pages, des présentations devant la classe, c'étaient toutes des occasions de prouver ma valeur, pas à ma famille adoptive, mais à moi-même. Je travaillais à temps partiel dans un café près du campus, économisant chaque sou pour ne pas avoir à demander de l'argent à mes parents adoptifs. Je voulais être sur mes deux pieds, montrer que je n'avais pas besoin de leur approbation pour réussir. Mais peu importe mes efforts, le sentiment d'être à la dérive s'accrochait à moi. Allongé dans mon lit de dortoir la nuit, écoutant mes colocataires ronfler, je pensais souvent à ma famille. Je me demandais s'ils pensaient parfois à moi, s'ils étaient un jour fiers du chemin que j'avais parcouru. J'écrivais des lettres manuscrites à la maison, partageant de petites victoires comme obtenir un A en macroéconomie ou être choisi comme assistant d'enseignement. Mais ces lettres ne recevaient que de brèves réponses par email de ma mère adoptive, « Bon travail, Adam. Continue comme ça. » Rien de plus, rien de moins. J'ai sauvegardé ces emails dans un dossier séparé sur mon ordinateur comme un moyen de me réconforter qu'au moins ils avaient répondu. Chaque été, je retournais à la ferme de mon grand-père au lieu de la maison à Omaha. Ces jours restaient un baume pour mon âme. Grand-père était plus âgé maintenant, ses cheveux blancs comme neige, son dos légèrement voûté, mais ses yeux s'illuminaient toujours quand il me voyait. Il m'a appris de nouvelles chansons sur sa vieille guitare, m'a raconté des histoires de ses aventures de jeunesse, et parfois il répétait les mots qui me hantaient, « Un jour, Adam, tu connaîtras la vérité. » Je lui demandais ce qu'il voulait dire, mais il se contentait de sourire, de me tapoter l'épaule et de dire, « Le temps nous le dira. » Je n'osais pas insister, mais ces mots grandissaient comme une graine mystérieuse dans mon cœur. Dans ma dernière année d'université, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, en tête de ma classe de finance. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, je suis monté sur scène, acceptant mon diplôme avec un sourire radieux. Mais à l'intérieur, je me sentais vide. J'avais envoyé des invitations à mes parents adoptifs, je les avais même appelés directement pour les inviter. « Nous sommes très occupés, Adam », a dit ma mère adoptive au téléphone, sa voix plate. Mes félicitations. J'ai regardé le public où d'autres familles applaudissaient, se serraient dans les bras et prenaient des photos. Seul grand-père était là, assis au dernier rang, portant un costume vieux mais soigneusement repassé. Quand je suis descendu de la scène, il m'a serré si fort que j'ai pu sentir la chaleur de sa poitrine. « Je suis fier de toi, mon gamin », a-t-il chuchoté. J'ai souri, mais des larmes sont tombées en silence. C'était la première fois que je pleurais devant lui. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai reçu une offre d'emploi d'une entreprise financière à Omaha. J'ai décidé de revenir, pas pour ma famille adoptive, mais pour être près de grand-père. Les années passées à travailler à Omaha après l'obtention de mon diplôme ont été une période de construction d'une nouvelle version de moi-même. J'ai travaillé sans relâche, restant tard au bureau, épluchant des rapports financiers, comme s'ils détenaient la clé d'une nouvelle vie. Mes collègues ont commencé à m'appeler Adam de fer parce que je me reposais ou me plaignais rarement. Mais ils ne savaient pas que chaque soir, quand je retournais dans mon petit appartement, je m'asseyais dans le noir à écouter les chansons folkloriques que grand-père avait l'habitude de jouer, me demandant si je vivais de la bonne façon. À mesure que ma carrière se stabilisait, mes revenus augmentaient. J'ai commencé à envoyer de l'argent à mes parents adoptifs chaque mois, non pas parce qu'ils le demandaient, mais parce que je pensais que c'était une façon de les rembourser. Mais chaque fois que j'appelais pour prendre des nouvelles, ma mère adoptive disait seulement des choses comme « Merci, mais tu n'as pas besoin de faire ça ». Eric et Anna, maintenant adultes, s'appuyaient toujours sur nos parents. Eric avait abandonné l'université et passait ses journées à traîner avec des amis, tandis que Anna était obsédée par le shopping et les publications sur les réseaux sociaux. Je ne leur en voulais pas. J'espérais juste qu'un jour ils me verraient comme faisant partie de la famille. 6 ans plus tard, j'ai été promu analyste principal dans l'entreprise. C'était une étape importante, non seulement pour l'augmentation de salaire, mais aussi parce que je me sentais plus proche de mon rêve de construire une vie dont je pouvais être fier. Pourtant, peu importe mon succès, je ne pouvais pas combler le vide dans mon cœur. J'aspirais à une famille, pas à la grande maison dans la banlieue d'Omaha, mais à un endroit où j'avais vraiment ma place. Puis, une idée m'est venue, un dîner de Thanksgiving.
Thanksgiving est une période où les gens se rassemblent pour remercier pour les bonnes choses de la vie. J'ai pensé que si j'organisais un dîner parfait et invitais toute la famille, peut-être qu'ils me verraient comme plus que Adam, l'enfant adopté. Peut-être que cette fois ils me regarderaient avec des yeux plus chaleureux. J'ai passé des semaines à préparer. J'ai choisi un restaurant haut de gamme dans le centre-ville d'Omaha avec des tables drapées de soie blanche et éclairées par des chandelles scintillantes. J'ai réservé une table pour 6, mes parents adoptifs, Eric, Anna, grand-père et moi. J'ai écrit à la main des invitations sur du papier épais à l'encre dorée, mettant tout mon cœur dans chacune d'elles. Chère maman, j'espère que tu viendras partager la joie de cette fête avec moi, ai-je écrit dans la carte à ma mère adoptive. J'ai envoyé des textos personnels à Eric et Anna, leur demandant de prendre le temps de dîner. J'ai même appelé mon père adoptif, disant à quel point j'avais hâte de voir tout le monde. Je vais vérifier mon emploi du temps, dit-il, sa voix plate. Je ne me suis pas laissé décourager. J'ai précommandé la nourriture, dinde rôtie, purée de pommes de terre, tarte à la citrouille, tous les plats traditionnels que je savais qu'ils aimaient. À l'intérieur, une flamme d'espoir brûlait vivement. Peut-être que cette fois ils viendront, me suis-je dit, bien que mon cœur tremblât de peur. Le jour de Thanksgiving, je me suis tenu devant le miroir dans mon petit appartement, ajustant ma cravate et lissant le costume bleu marine que j'avais soigneusement choisi. J'ai regardé mes propres yeux dans le reflet, ces yeux bleus foncés que ma mère adoptive avait dit une fois ne ressemblaient à personne d'autre dans la famille. Je me suis dit, aujourd'hui sera différent. Aujourd'hui, ils me verront. Je suis arrivé au restaurant tôt, à 17h, alors que le coucher du soleil baignait les rues d'Omaha d'une lumière dorée. La gérante, une femme d'âge moyen avec un sourire chaleureux, m'a conduit à la table que j'avais réservée. L'installation était parfaite, nappe blanche impeccable, 6 couverts en argent brillant et bougies projetant une douce lueur orange. J'ai tout vérifié, des serviettes pliées au petit vase de fleurs au centre. Votre famille doit être une bande joyeuse, dit la serveuse en souriant. J'ai hoché la tête, essayant de cacher l'anxiété qui agitait mon estomac. Ouais, j'espère bien. Je me suis assis, jetant un coup d'œil à ma montre. 18h l'heure fixée. Le restaurant a commencé à se remplir, d'autres familles arrivant, leur rire et leur bavardage comme une joyeuse mélodie. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de message, pas d'appel. Ils sont peut-être en route, me suis-je rassuré, bien que mon cœur ait commencé à battre d'inquiétude. J'ai envoyé un texto à Anna, es-tu déjà là? Je t'attends au restaurant. Pas de réponse. J'ai essayé d'appeler Eric, mais il a sonné sans fin avant de passer à la messagerie vocale. Salut Eric, je suis au restaurant. Tout le monde arrive bientôt? Ai-je dit, forçant ma voix à rester calme. Personne n'a répondu. À 18h30, j'ai ressenti une sensation de brûlure à l'arrière de mon cou. Les tables autour de moi étaient pleines. Une famille à la table voisine riait bruyamment alors que leur jeune enfant renversait de la sauce sur sa chemise. Un couple de personnes âgées se tenait la main, les yeux pleins d'amour. J'ai regardé ma table vide, les 6 chaises assises en silence comme si elles se moquaient de moi. J'ai appelé ma mère adoptive, les mains tremblant en composant le numéro. Le téléphone a sonné 5 fois avant qu'elle ne décroche. Adam, sa voix m'a transpercé comme de la glace. Ton père ne se sent pas bien, et nous avons déjà mangé ici. Tu vas t'en sortir, n'est-ce pas? En arrière-plan, j'ai entendu le rire d'Anna, le cliquetis de la vaisselle, Eric disant quelque chose à propos d'un match de football. Ils étaient à la maison, réunis comme ils l'étaient toujours, comme si je n'avais jamais existé. Ouais, je vais m'en sortir, ai-je répondu, ma voix se brisant comme si quelqu'un me serrait la gorge. J'ai raccroché, j'ai posé le téléphone sur la table et j'ai regardé les bougies scintillantes. Leur lumière se reflétait sur le verre à vin, mais cela ne me réchauffait pas. J'avais l'impression que le monde entier riait et célébrait pendant que j'étais laissé derrière une fois de plus dans la solitude que j'avais passé des années à essayer de fuir. J'ai appelé la serveuse et j'ai demandé une petite portion de dinde et de purée de pommes de terre. Seule ce soir? A-t-elle demandé, sa voix douce mais teintée de pitié. J'ai hoché la tête, forçant un sourire. Ouais, seule. La nourriture a été placée devant moi, l'arôme de dinde rôtie et d'herbe faisant gronder mon estomac, mais chaque bouchée avait l'impression d'être coincée dans ma gorge. J'ai regardé la chaise vide où ma mère adoptive était censée s'asseoir, celle de mon père adoptif, Eric et Anna. Je les imaginais rire à la maison, manger les plats que j'avais choisis, mais sans moi. Les larmes ont commencé à monter,
mais je me suis mordu la lèvre fort, refusant de les laisser tomber. J'avais assez pleuré pendant mon enfance. Je me suis dit que j'étais plus fort que ça. Mais la vérité était que je n'étais pas fort. J'étais juste un homme de 29 ans assis seul dans un restaurant chic, essayant de m'accrocher à un rêve qui s'était brisé il y a longtemps. Je me demandais ce que j'avais mal fait. J'avais étudié dur, travaillé sans relâche, leur avais envoyé de l'argent, planifié ce dîner de tout mon cœur, alors pourquoi ne m'avait-il pas choisi? J'ai regardé l'assiette de dinde, maintenant froide, et j'ai eu l'impression de manger ma propre douleur. La serveuse est passée, les yeux pleins de sympathie. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, mais je savais que ça n'allait pas. Ça n'avait jamais été. J'ai pris mon téléphone, ayant l'intention d'appeler grand-père. C'était la seule personne que je savais ne m'abandonnerait jamais. Mais avant que je puisse composer, la porte du restaurant s'est ouverte, une rafale d'air froid d'automne s'est précipitée, transportant le parfum de l'automne. J'ai levé les yeux, et mon cœur a semblé s'arrêter. Grand-père est entré portant son vieux manteau de laine, ses cheveux blancs brillant sous les lumières. Il a scruté la pièce, ses yeux se posant sur moi, et ce sourire familier s'est étalé sur son visage. « Désolé d'être en retard, mon gamin, dit-il, sa voix aussi chaleureuse que ses soirées d'été à la ferme. Il s'est assis en face de moi, posant ses mains fragiles sur la table et saisissant les miennes. Ses mains tremblaient légèrement, mais leur chaleur m'a ramené du bord d'un abîme. « Grand-père » ai-je chuchoté, ma voix se brisant. « Je pensais que tu ne venais pas non plus. » Il a secoué la tête, ses yeux remplis d'amour, mais aussi d'une trace d'une tristesse indescriptible. « Je ne te laisserai jamais seul, Adam. Jamais. » Il a serré ma main, puis sa voix est devenue sérieuse, comme s'il était sur le point de dire quelque chose de plus important que tout dans ma vie. « Adam, dit-il, en me regardant droit dans les yeux, t'es-tu déjà demandé pourquoi je t'ai toujours aimé plus que quiconque ? » Sa question m'a frappé comme un éclair frappant ma poitrine. Je l'ai regardé, sans voix, me sentant comme si le temps s'était arrêté. Les bougies sur la table scintillaient toujours, mais le monde autour de moi semblait rétrécir, ne laissant que moi et grand-père. Je savais que cette question n'était pas simple. Elle portait un secret, une vérité qu'il avait gardée cachée pendant des années. « Pourquoi, grand-père » ai-je demandé, ma voix tremblant. Il a pris une profonde inspiration comme si quelqu'un l'encourageait. Il a regardé par la fenêtre où les lampadaires brillaient faiblement dans la nuit. « Adam, a-t-il commencé, sa voix basse et délibérée, il y a des choses que je voulais te dire depuis longtemps, mais j'ai attendu le bon moment. Et peut-être que ce moment est maintenant. » Il s'est arrêté, ses yeux revenant vers moi remplis de détermination. « Tu n'es pas seulement mon petit-fils. Tu fais partie d'une histoire dans laquelle toi et moi avons été pris. » Mon cœur battait la chamade. J'avais l'impression de me tenir devant une porte, et grand-père en tenait la clé. « Quelle histoire, grand-père » ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il a sorti une vieille enveloppe jaunie de la poche de son manteau et l'a posée sur la table, la faisant glisser vers moi. « Ouvre-la, Adam, dit-il. Mais avant de le faire, promets-moi une chose. Peu importe à quel point la vérité est douloureuse, tu ne laisseras pas cela détruire qui tu es. » J'ai regardé l'enveloppe, mes mains tremblant en la touchant. Je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, mais j'ai senti son poids, pas le poids du papier, mais des années que j'avais vécues, des questions que je n'avais jamais osé affronter. J'ai regardé grand-père, et dans ses yeux, j'ai vu à la fois de l'amour et de la peur. « Grand-père, ai-je dit, ma voix se brisant, je suis prêt. » Grand-père a hoché la tête lentement, son regard me transperçant comme s'il regardait des années lointaines que je n'avais jamais connues. Le restaurant autour de nous bourdonnait de rires et de conversations, mais pour moi, le monde s'était rétréci à moi, grand-père et l'enveloppe usée sur la table. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme, mais mon cœur battait comme s'il allait éclater. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, comme si c'était quelque chose de fragile. À l'intérieur se trouvait une photographie décolorée, une lettre manuscrite et une carte de visite. J'ai pris la photo en premier. Elle montrait une jeune femme aux cheveux blonds et aux yeux bleus identiques aux miens. Elle souriait, mais son sourire portait une tristesse indescriptible. J'ai regardé grand-père, mes sourcils se fronçant. « Qui est-ce, grand-père » Il a pris une longue inspiration comme s'il rassemblait le courage de raconter une histoire qu'il avait gardée enfouie trop longtemps. « Adam » a-t-il commencé, sa voix basse et délibérée,
la femme sur cette photo est ta mère biologique. J'ai senti le sang dans mes veines cesser de couler. J'ai regardé à nouveau la photo, mes mains tremblant. Ma mère biologique. J'avais entendu ma mère adoptive, Hélène, la mentionner à quelques reprises, mais toujours avec un ton de mépris, comme si elle était une femme irresponsable qui m'avait abandonné. Mais le visage sur cette photo ne ressemblait pas à ce genre de personne. Elle avait l'air fragile, comme quelqu'un qui portait un monde de douleur. Tu dois connaître la vérité, a continué grand-père, sa voix lourde. Mais d'abord, laisse-moi te raconter l'histoire depuis le début. Il s'est arrêté, regardant par la fenêtre les lampadaires faiblement éclairés dans la nuit d'Omaha. Il y a plus de 30 ans, je travaillais comme chauffeur pour une famille riche à Denver. Ils étaient riches, puissants, mais pleins de drames, le genre d'histoire familiale que je te racontais. La femme sur la photo, son nom était Clara, était la fille aînée de cette famille, une âme brillante, belle et aérienne, mais son cœur appartenait à un homme que sa famille n'approuvait pas. J'ai écouté, me sentant comme si je tombais dans une histoire qui ne m'appartenait pas. Grand-père a expliqué que Clara était tombée amoureuse d'un homme pauvre, un musicien errant nommé David. Il avait un sourire charmant et de grands rêves, mais la famille de Clara le considérait comme un chercheur d'or. Quand Clara est tombée enceinte, sa famille était furieuse. Ils l'ont reniée, ont coupé tout contact, la laissant seule avec un bébé en route. David, l'homme en qui Clara avait mis toute sa confiance, l'a abandonné aussi, quand il a réalisé qu'il ne pouvait rien tirer de sa famille riche. Clara s'est retrouvée dans le désespoir, sans abri, sans famille, avec seulement un enfant à naître. Moi. Clara est venue me voir dans ses jours les plus sombres, a dit grand-père, ses yeux s'embrumant comme s'il revivait le souvenir. Elle avait été expulsée par ses parents, vivant dans un appartement délabré à la périphérie de Denver, travaillant à temps partiel dans un café pour survivre. Je m'étais arrêté pour prendre de ses nouvelles après le travail, et nous nous sommes rapprochés. Elle m'a parlé de ses rêves, de vouloir donner à son enfant une vie meilleure, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas le faire, pas alors. Il s'est arrêté, sa voix se brisant. Quand tu es né, Clara m'a supplié de l'aider. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour reconstruire sa vie, pour devenir une mère digne de toi. Elle m'a demandé de te prendre en charge. Ma poitrine était lourde. J'ai regardé la photo, essayant d'imaginer cette femme, ma mère, dans ses jours solitaires et douloureux. Alors, qu'as-tu fait? Ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Grand-père a baissé la tête, ses mains se crispant. À l'époque, mon fils, ton père adoptif, Robert, et Hélène, étaient mariés depuis quelques années, mais n'avaient pas eu d'enfant. Je les ai convaincus de t'adopter. J'ai pensé que c'était la meilleure façon de te donner une maison, une famille. J'avais tort. Il s'est arrêté, les yeux remplis de regrets. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils te traitent de la façon dont ils l'ont fait. Je pensais qu'ils t'aimeraient comme le leur, mais chaque fois que je les voyais te repousser, cela me brisait le cœur. J'ai regardé à nouveau la photo. Je ne savais pas quoi ressentir, de la colère, de la pitié ou juste du vide. Et ma vraie mère? Ai-je demandé, ma voix hésitant. Où est-elle allée? Grand-père a pris la carte de visite sur la table et me l'a tendue. Clara est une femme qui a réussi maintenant, dit-il. Après t'avoir quitté, elle a quitté Denver, a recommencé. Elle est allée à l'université, a construit une carrière, et maintenant elle est entrepreneur à Seattle. Elle te cherche depuis plus de 10 ans. Récemment, elle m'a trouvé. Elle veut te rencontrer, Adam, mais elle a peur de perturber ta vie. Elle veut que tu décides. J'ai pris la carte de visite et j'ai lu le nom, Clara Thornton, PDG, Thornton Enterprises. Une adresse à Seattle, un numéro de téléphone. J'ai retourné la carte, sentant que je tenais un morceau de moi-même. Puis j'ai ouvert la lettre, reconnaissant l'écriture douce et penchée. Cher Adam, commençait-elle. Je ne sais pas si tu voudras un jour avoir de mes nouvelles, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je me suis arrêté, sentant comme si ma respiration était bloquée dans ma poitrine. J'ai jeté un coup d'œil à grand-père assis en face de moi, ses mains fragiles étroitement jointes, ses yeux un mélange d'inquiétude et de patience. Je savais qu'il attendait, regardant pour voir comment je réagirais à la vérité qui venait d'être révélée. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué à lire. J'écris cette lettre en espérant qu'un jour tu la liras, bien que je ne sois pas sûr que tu veuilles avoir de mes nouvelles. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie en te quittant, mais s'il te plaît, crois que ce n'était pas parce que je ne t'aimais pas.
Tu étais ma lumière. La seule chose que cette fille, reniée par ma famille, abandonnée par l'homme que j'aimais, possédait, c'était mon amour pour toi. Mais je savais que je ne pouvais pas te donner la vie que tu méritais. Henri, ton grand-père, a été le seul à ne pas me tourner le dos. Il a promis de prendre soin de toi, et je lui ai fait confiance. Je suis parti, non pas parce que je voulais t'oublier, mais parce que je voulais devenir une mère dont tu pourrais être fier. Je suis allé à l'université, j'ai travaillé jour et nuit, et maintenant, je me suis construite une vie stable. Mais pas un seul jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi, me demandant comment tu vivais, si tu étais heureux. Je te cherche depuis plus de 10 ans, mais chaque fois que je pense à te rencontrer, j'ai peur. Peur que tu m'en veuilles, peur de bouleverser ta vie. Si tu lis cette lettre, je ne demande qu'une chance de m'expliquer, de prononcer les excuses que je garde dans mon cœur depuis 29 ans. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, mais j'espère qu'un jour, tu comprendras. Je t'aime, Adam. Je t'ai toujours aimé. Ta mère, Clara Thornton. J'ai plié la lettre, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. Je ne savais pas pourquoi je pleurais, pour la douleur de Clara, pour les années que j'ai passées dans l'indifférence froide de ma famille d'accueil, ou pour le sentiment d'avoir trouvé un morceau de moi-même, tout en craignant qu'il ne me brise. J'ai regardé la photo dans ma main, le visage de Clara, ses yeux bleus si semblables aux miens. J'ai essayé de l'imaginer à cette époque, une jeune femme seule me tenant dans ses bras lors de sa dernière nuit avant de me confier à grand-père. Je ne savais pas ce que je devais ressentir, de la colère, de la pitié, ou juste un vide indescriptible. Grand-père, dis-je, la voix étranglée. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai posé la lettre sur la table, le regardant, cherchant une réponse, une direction. Dois-je la rencontrer, ou oublier tout cela et continuer à vivre comme si je n'avais jamais rien su? Grand-père prit ma main, sa main tremblante mais chaude. Adam, dit-il, sa voix basse et douce, je ne peux pas décider pour toi. Cette vérité t'appartient, et seul toi sais ce que ton cœur te dit. Je veux juste que tu te souviennes d'une chose, peu importe la difficulté du chemin que tu choisiras, tu n'es jamais seul. Je serai toujours là. Et Clara, elle t'attend aussi. Je plongeai mon regard dans le sien, voyant la sincérité et l'amour qu'il m'avait donné pendant toutes ces années. Il n'était pas seulement mon grand-père, il était celui qui avait tenu sa promesse à Clara, qui m'avait abrité quand le monde m'avait tourné le dos. J'ai pris une profonde inspiration, sentant une décision se former dans mon cœur. Je veux la rencontrer, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Je veux aller à Seattle. J'ai besoin de voir comment elle est maintenant, et j'ai besoin d'entendre son histoire de sa propre bouche. Grand-père sourit, un sourire à la fois de fierté et de soulagement. Alors fais ce qui te semble juste, mon garçon. Mais avant de partir, y a-t-il autre chose que tu veux faire? As-tu besoin de régler quelque chose avant de passer à ce nouveau chapitre? Je réfléchis un instant. Puis une idée jaillit. Je veux passer chez mes parents d'accueil, dis-je, ma voix basse mais résolue. Je veux leur parler de ça, non pas pour me disputer ou les blâmer, mais pour leur faire savoir que j'ai trouvé une partie de moi-même. Je veux qu'ils comprennent que je ne suis plus l'enfant adopté qu'ils peuvent ignorer. Grand-père hocha la tête, une lueur de détermination dans les yeux. Très bien, Adam, je t'accompagnerai. Quoi qu'il arrive, je serai là. Nous quittâmes le restaurant, mon esprit encore bouleversé par la lettre de Clara. La nuit d'Omaha était froide, le vent me donnant des frissons, mais la présence de grand-père à mes côtés me faisait me sentir ancré. Nous montâmes dans son vieux pick-up, l'odeur familière d'huile de moteur et de bois me rappelant les étés à la ferme. « Tu es sûr de ça, Adam ?» demanda-t-il en démarrant le moteur. « Les affronter ne sera pas facile. »« J'en suis sûr, » répondis-je, bien qu'une partie de moi ait encore peur. Je ne savais pas comment mes parents d'accueil réagiraient, mais je savais que je devais le faire, pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour clore un chapitre de ma vie avant d'en ouvrir un autre. Nous traversâmes les rues familières d'Omaha, devant des maisons illuminées par les décorations de Thanksgiving, des familles réunies. Lorsque nous nous sommes arrêtés devant la grande maison à 2 étages de mes parents d'accueil, mon cœur s'est mis à battre la chamade. La lumière débordait du salon, et j'ai entendu les rires d'Anna, les bavardages animés d'Eric. Ils continuaient à célébrer comme si mon dîner n'avait jamais existé. Je suis sorti du camion, grand-père à mes côtés. J'ai frappé à la porte, et lorsque ma mère adoptive, Hélène, l'a ouverte, ses yeux ont vacillé de surprise avant de reprendre leur froideur habituelle. « Adam, dit-elle, sa voix plate.
Qu'est-ce qui t'amène ici si tard? J'ai besoin de parler, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Elle hésita, mais ouvrit la porte plus grand. J'entrai, grand-père suivant, et vis mon père adoptif, Robert, dans son fauteuil, Eric et Anna mangeant de la tarte à la citrouille sur le canapé. Ils me regardèrent, mais personne ne se leva pour me saluer. De quoi s'agit-il, Adam? Demanda Robert, son ton légèrement irrité comme si j'étais un inconvénient. Je pris une profonde inspiration, sentant la main de grand-père se poser légèrement sur mon épaule. Je viens d'apprendre la vérité sur ma mère biologique, dis-je, ma voix ferme mais teintée d'émotion. Elle est vivante, et je vais à Seattle pour la rencontrer. Je voulais juste que vous le sachiez, car je vous ai appelé ma famille pendant 29 ans. Le silence envahit la pièce. Anna cessa de mâcher, ses yeux vacillant d'inquiétude. Eric sourit d'un air suffisant comme s'il allait faire une remarque désobligeante, mais le regard sévère de grand-père le fit taire. Hélène croisa les bras, son regard glacial. « Ah bon, dit-elle, sa voix dégoulinant de sarcasme. Tu penses que retrouver ta vraie mère va changer quelque chose? Tu n'es toujours que l'enfant adopté, Adam. Ne te fais pas d'illusions. » Ces mots coupèrent comme un couteau, mais cette fois, je ne les laissai pas m'abattre. Je ne suis pas dupe, répondis-je, soutenant son regard. Je veux juste vivre en accord avec moi-même. Merci de m'avoir donné un foyer, mais je n'ai plus besoin de personne dans cette pièce pour me valider. Robert se leva, sur le point de dire quelque chose, mais grand-père leva la main pour l'arrêter. Ça suffit, Robert, dit-il, sa voix comme le tonnerre. Vous avez eu 29 ans pour traiter ce garçon comme un fils, et vous avez échoué. Maintenant, laissez-le suivre son propre chemin. Je me suis retourné et suis sorti de la maison, ayant l'impression de m'être débarrassé d'un lourd fardeau. Grand-père suivit, et alors que nous remontions dans le camion, il prit ma main. Tu as bien fait, mon garçon, dit-il, sa voix pleine de fierté. De retour à mon appartement, j'ai commencé à me préparer pour le voyage à Seattle. Je tenais la carte de visite de Clara, tapant son numéro dans mon téléphone, mais mon doigt hésita avant d'appuyer sur « Appeler ». Je n'étais pas prêt à parler, pas prêt à entendre la voix de la femme qui m'avait donné naissance, mais je savais que j'avais besoin de la rencontrer, de plonger mon regard dans le sien et de comprendre pourquoi elle m'avait quitté et si elle m'avait vraiment aimé comme elle l'avait écrit dans sa lettre. J'ai regardé grand-père assis sur mon canapé, tenant le café que je lui avais préparé. « Est-ce que tu viendras avec moi ?» ai-je demandé. Il sourit, ce sourire familier sur lequel je m'étais appuyé pendant des années. « Si tu veux que je vienne, j'irai, mais c'est ton voyage, Adam. Je suis juste là pour faire le chemin avec toi. » J'ai acquiescé, un nouveau feu brûlant dans mon cœur. J'irai à Seattle, affronter Clara, et trouver des réponses aux questions qui m'avaient hanté pendant 29 ans. 2 jours plus tard, grand-père et moi étions dans un vol matinal pour Seattle. Il portait son vieux manteau de laine, serrant fermement la coudoir tandis que l'avion décollait. Je ne suis pas très avion, marmonna-t-il, mais son sourire resta chaleureux. J'ai regardé par la fenêtre les nuages blancs qui dérivaient en dessous, me demandant si Clara pensait à moi autant que je pensais à elle. Je tenais sa carte de visite dans ma poche, mes doigts traçant les mots Thornton Enterprises. J'imaginais Clara comme une femme forte et accomplie, mais dans mon esprit, je voyais toujours la jeune fille de la photo, la femme aux yeux tristes et au sourire fragile. Lorsque l'avion atterrit à l'aéroport de Seattle-Tacoma, mon cœur battit plus vite. Seattle nous accueillit avec une légère bruine, de minuscules gouttelettes roulant sur les vitres du taxi alors que nous nous dirigions vers la ville. Cet endroit était à des kilomètres d'Omaha, des gratte-ciel étincelants, des rues animées et la faible odeur de café partout. Grand-père et moi nous sommes enregistrés dans un petit hôtel près du centre-ville. Après nous être installés, il sortit son téléphone et composa le numéro de Clara. J'étais assis sur le bord du lit, les mains serrées, écoutant chaque mot. « Clara, c'est moi, Henri, commença-t-il, sa voix calme. Je suis à Seattle avec Adam. Il veut te rencontrer. » Après une brève conversation, il raccrocha et se tourna vers moi. « Clara nous rejoindra dans un café à Pike Place Market. Elle est émotive, Adam, mais elle a aussi peur, tout comme toi. » J'ai acquiescé, incapable de parler. Cet après-midi, grand-père et moi sommes entrés dans un café confortable niché dans le marché animé de Pike Place. L'arôme du café torréfié se mêlait à l'odeur salée de la baie d'Eliot toute proche. Le café avait des murs de briques rustiques, de petites tables en bois et une lumière douce provenant des lampes suspendues.
J'ai choisi une table près de la fenêtre où je pouvais voir la rue animée remplie de gens portant des parapluies et des sacs à provisions. Grand-père était assis en face de moi, observant tranquillement. « Ça va, mon garçon ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, admis-je, mes mains se tordant ensemble, mes jambes rebondissant nerveusement. Je ne sais pas quoi dire, quoi faire. Et si elle n'est pas ce à quoi je m'attends ? Grand-père plaça sa main sur la mienne. Sois juste toi-même, Adam. C'est tout ce que Clara veut. J'ai acquiescé, mais mon cœur battait toujours la chamade. L'horloge affichait 14h05. Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à la porte, sursautant chaque fois que la cloche tintera, espérant que ce soit Clara. Puis, à exactement 15h, la porte s'ouvrit. Une femme entra portant un long manteau bleu marine, ses cheveux blonds soigneusement attachés en arrière. Elle portait des lunettes, mais j'ai instantanément reconnu ses yeux bleus foncés, les mêmes yeux que sur la photo, identiques aux miens. Elle scruta la pièce, et lorsque son regard croisa le mien, elle se figea. J'ai vu sa main trembler légèrement alors qu'elle marchait vers nous. Je me suis levé, mes jambes chancelantes. Grand-père se leva également, offrant un doux sourire. « Clara, dit-il chaleureusement. Voici Adam. » Clara me regarda, ses yeux tombant sur la petite tache de naissance en forme de larme à l'arrière de ma main. Un sourire tremblant se répandit sur ses lèvres. « Adam, murmura-t-elle, sa voix brisée. Tu me ressembles plus que je ne l'imaginais. » Je ne savais pas quoi dire. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, à regarder la femme qui m'avait donné naissance. Il n'y eut pas de torrent de larmes, pas de mots explosifs, juste un mélange maladroit d'émotions, comme si nous avions tous les deux peur de briser ce moment. Clara fit un pas en avant, et avant que je puisse réagir, elle me serra dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte forte et bouleversante, mais une étreinte tremblante, comme si elle tenait quelque chose de fragile. J'ai senti sa chaleur, la faible odeur de son parfum, et une étrange sensation comme si j'avais trouvé une partie de moi-même. Elle murmura à mon oreille, sa voix étranglée par l'émotion, « Peux-tu me pardonner de t'avoir laissé grandir si seul ?» Je ne répondis pas tout de suite. Je la serrai à mon tour, sentant le temps s'arrêter. Je pensais à mes années à Omaha, aux nuits où j'avais pleuré seul dans ma chambre du grenier, au moment où ma famille d'accueil m'avait poussé en marge. Je voulais dire que je lui pardonnais, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge, non pas parce que je ne voulais pas pardonner à Clara, ma mère, mais parce que je n'avais pas encore appris à me pardonner d'avoir laissé la douleur me définir pendant toutes ces années. Je la lâchai, plongeai mon regard dans ses yeux bleus, si semblables aux miens, et murmurai, « Je suis là maintenant, maman. » C'était tout ce que je pouvais dire à ce moment-là. Clara sourit, un sourire tremblant mais plein d'espoir. Nous nous sommes assis, grand-père silencieusement à nos côtés comme un gardien silencieux. Le café de Pike Place Market bourdonnait des bavardages des passants, du parfum du café torréfié et du son lointain des vagues de la baie d'Eliott, mais à ce moment-là, mon monde tournait autour de la femme devant moi, celle qui m'avait donné naissance, m'avait laissé derrière elle et essayait maintenant de retrouver son chemin vers moi. « Comment as-tu grandi ?» demanda Clara, sa voix douce mais avide. « Je veux tout savoir. Si tu es prêt à partager. » J'ai baissé les yeux sur la tasse de café devant moi, la vapeur s'élevant légèrement. Je ne savais pas par où commencer. Comment pouvais-je résumer 29 années de douleur, de solitude, mais aussi de moments de chaleur avec grand-père ? Je lui ai parlé d'Omaha, de la maison grande mais froide, de la façon dont j'ai essayé d'être le fils parfait mais j'ai toujours été traité comme une obligation. J'ai parlé des étés à la ferme de grand-père, où j'ai appris à réparer des voitures, à cultiver des tomates et à jouer des airs folkloriques sur sa vieille guitare, mais je n'ai pas mentionné les nuits où j'ai pleuré seul ou le moment où j'ai trouvé le bracelet fait à la main à la poubelle après l'anniversaire d'Anna. Ces cicatrices étaient encore trop profondes, et je n'étais pas prêt à les exposer. Clara écoutait, ses mains serrant sa tasse de café comme pour retenir ses émotions. Quand j'ai mentionné grand-père, elle l'a regardé, ses yeux remplis de gratitude. « Merci, Henri, dit-elle, sa voix tremblant. Merci d'avoir tenu ta promesse. » Grand-père se contenta d'acquiescer, ses yeux doux mais silencieux. Je savais qu'il nous laissait, à Clara et à moi, l'espace nécessaire pour renouer, bien que notre voyage ne fasse que commencer. Après notre rencontre au café, Clara a invité grand-père et moi dans son appartement au centre-ville de Seattle. C'était un penthouse à un étage élevé d'un immeuble moderne avec de grandes baies vitrées donnant sur les eaux scintillantes de Puget Sound. L'intérieur était simple mais élégant, des planchers en chêne, un canapé gris et des peintures abstraites sur les murs. En regardant autour de moi,
je n'ai pas pu m'empêcher de le comparer à la chambre exiguë du grenier à Omaha, où j'ai grandi avec sa lampe de bureau vacillante et ses rêves qui ne se sont jamais réalisés. Clara nous a conduits au salon et a versé du thé d'une théière en porcelaine blanche. Adam, commença-t-elle avec prudence, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais je veux que tu me donnes une chance de réparer les choses. Si tu veux, tu peux venir ici, vivre à Seattle. Je peux t'organiser un bon poste chez Thornton Enterprises, ou tout ce que tu veux. Je veux juste que tu saches que tu auras toujours une place ici avec moi. Son offre m'a stupéfié. Une partie de moi aspirait à accepter immédiatement, une nouvelle vie, une vraie famille, un endroit où je n'aurais pas à prouver ma valeur. Mais une autre partie hésitait. J'avais passé toute ma vie à me débrouiller seul, à ne compter sur personne. Accepter l'aide de Clara, même en tant que ma mère, me donnait l'impression d'abandonner quelque chose, peut-être ma fierté ou la peur d'être abandonné à nouveau. J'ai regardé grand-père, cherchant des conseils dans ses yeux. Il me fit un doux sourire, comme s'il comprenait la tempête qui se déroulait en moi. « Qu'est-ce que tu en penses, Adam ?» demanda-t-il. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de démêler mes pensées embrouillées. « Merci, maman, dis-je, en regardant Clara. Mais je ne veux pas commencer par le poste que tu as prévu pour moi. Si je travaille chez Thornton Enterprises, je veux commencer par le bas, comme n'importe qui d'autre. Je veux m'élever par mes propres moyens, pas parce que je suis ton fils, mais parce que je le mérite. » Clara me regarda, ses yeux pétillants d'un mélange de surprise et de fierté. « Tu me ressembles plus que je ne le pensais, dit-elle en souriant. Très bien, Adam. Je respecte ta décision, mais quoi que tu choisisses, je serai toujours là. J'ai acquiescé, sentant un poids se soulever de mes épaules. Je ne choisissais pas seulement un travail, je choisissais comment vivre, comment me définir. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu le sentiment d'en avoir le droit. Quelques jours plus tard, Clara et moi avons convaincu grand-père de déménager à Seattle. Je vieillis, Adam, dit-il, sa voix taquine, mais ses yeux s'éclaircissant à la suggestion. Mais si toi et Clara voulez un vieil homme grincheux qui traîne dans les parages, je ne m'y opposerai pas. Clara éclata de rire, la première fois que je l'ai vue rire aussi librement. Henri, il y a toujours de la place pour toi dans ma maison, dit-elle, et je pense qu'un petit jardin sur le balcon te conviendrait parfaitement. J'ai souri, imaginant grand-père dans le pantouse moderne de Clara, s'occupant des tomates comme il le faisait à la ferme. Cette pensée me réchauffa le cœur. Grand-père n'était pas seulement l'homme qui m'avait élevé pendant mes années de solitude, il était le pont entre Clara et moi, celui qui avait tenu sa promesse à nous deux. J'ai décidé de rester au Pantouse avec grand-père, du moins pour un certain temps, pour être près de lui et pour en apprendre davantage sur la mer dont j'avais été séparé pendant 29 ans. J'ai postulé chez Thornton Enterprises et j'ai été embauché pour un poste de débutant d'analyste financier, non pas parce que Clara avait tiré les ficelles, mais parce que mon CV s'était démarqué. Lors de mon premier jour, debout devant le bâtiment de verre étincelant de l'entreprise, je me sentais comme un écolier le premier jour de classe, mais cette fois, je n'avais pas peur du rejet. J'avais Clara, grand-père, et, plus important encore, moi-même. Les semaines qui ont suivi à Seattle ont été un voyage à la fois inconnu et miraculeux. Clara et moi avons commencé par de petites choses, des dîners ensemble, des conversations sur ce que nous aimions, la musique et les rêves que nous avions autrefois. Elle m'a parlé de ses années d'université, de la façon dont elle restait éveillée tard pour étudier, de la façon dont elle se tenait devant le miroir et se disait qu'elle devait réussir pour pouvoir me retrouver un jour. J'ai partagé des histoires des étés avec grand-père, de la façon dont il m'a appris à jouer de la guitare et racontait des contes de Denver dont je savais maintenant qu'ils étaient liés à elle. Grand-père s'est rapidement adapté à la vie à Seattle. Un soir, nous étions assis ensemble sur le balcon, regardant les lumières de la ville. Il joua un air folklorique familier, et Clara se joignit à nous de façon inattendue, sa voix douce mais pleine d'émotion. Je les ai regardés, sentant mon cœur se remplir lentement, pièce par pièce. Mais la guérison n'a pas été facile. Certaines nuits, je restais éveillé à penser à ma famille d'accueil à Omaha. J'avais encore mal en me rappelant les mots froids d'Hélène, les sourires méprisants d'Éric ou l'indifférence d'Anna. Je me demandais s'ils pensaient parfois à moi, s'ils regrettaient de m'avoir poussé hors de leur vie. Mais ensuite, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de leurs réponses. J'avais trouvé ma place, pas dans une maison, mais dans le cœur de Clara et de grand-père, et en moi-même. Seattle était devenue une partie de moi, même en quelques mois seulement. Chaque matin,
je me réveillais dans mon petit appartement loué près de Thornton Enterprises, en écoutant les vagues clapoter à Puget Sound et la faible odeur de café monter de la boutique en contrebas. Je n'étais plus le garçon dans le grenier d'Omaha, essayant désespérément de plaire à une famille qui n'avait pas besoin de moi. J'étais Adam, 29 ans, un analyste financier construisant ma vie étape par étape, avec Clara et grand-père à mes côtés. Mais le passé, peu importe mes efforts, persistait comme une ombre, attendant que je l'affronte une dernière fois. Un soir, après avoir terminé un long rapport au bureau, je me suis assis à ma petite table à manger, j'ai sorti une feuille de papier vierge et un stylo, et j'ai décidé d'écrire une lettre à ma famille d'accueil, non pas pour blâmer ou exiger une reconnaissance, mais pour clore le chapitre le plus douloureux de ma vie. Je voulais qu'ils sachent que j'avais trouvé le bonheur, que je n'étais plus l'enfant adopté abandonné auquel ils étaient habitués. Chère maman, papa, Eric et Anna, j'espère que vous allez tous bien. Cela fait quelques mois que nous nous sommes vus pour la dernière fois, et je pense qu'il est temps que je partage certaines choses. J'ai retrouvé ma mère biologique, et je vis maintenant à Seattle, en commençant une nouvelle vie. Je n'écris pas ceci pour blâmer ou en vouloir à qui que ce soit. Je veux juste vous remercier pour les années où vous m'avez donné un toit au-dessus de ma tête, même si je n'ai jamais vraiment eu l'impression d'être chez moi. J'ai appris que la famille ne se limite pas aux personnes avec lesquelles vous vivez, ce sont ceux qui choisissent de vous aimer et de vous chérir. J'ai trouvé cela ici, avec ma mère et grand-père. Je ne m'attends pas à ce que vous changiez ou que vous ayez des regrets. J'espère seulement que vous vivrez bien, comme j'essaie de le faire. Je vous souhaite à tous le meilleur, Adam. J'ai plié la lettre, l'ai glissée dans une enveloppe et l'ai postée le lendemain matin. Alors que l'enveloppe quittait mes mains au bureau de poste, j'ai senti un poids se soulever. Je n'avais pas besoin qu'il réponde ou s'excuse. Cette lettre était ma façon de dire au revoir au passé, aux années que j'ai passées à essayer d'appartenir à un endroit qui n'était pas fait pour moi. 4 mois plus tard, j'ai reçu un texto de Anna. Il est arrivé de façon inattendue alors que je déjeunais avec un collègue chez Thornton Enterprises. Le message était bref, mais le ton de Anna était différent de son indifférence habituelle. Adam, maman et papa ont des difficultés. Eric a dépensé toutes leurs économies au jeu Peux-tu aider? J'ai regardé le texto, sentant une froide bouffée d'Omaha me traverser. Je n'ai pas été surpris d'apprendre qu'Eric vivait toujours de façon imprudente. Il avait toujours dépensé de l'argent comme de l'eau, s'appuyant sur nos parents d'accueil sans tenir compte des conséquences. Anna n'était pas très différente, avec ses sacs de marque et ses voyages somptueux financés par eux. Mais cette fois, je ne me sentais pas obligé d'aider. Je leur avais envoyé de l'argent pendant des années, seulement pour recevoir de la froideur en retour. Maintenant, j'avais une nouvelle vie, une nouvelle famille, et je ne voulais pas être ramené dans cette vieille obscurité. J'ai montré le texto à grand-père. Il était sur le balcon, arrosant les plants de tomates qu'il avait fait pousser. Il l'a lu, a secoué la tête, ses yeux sévères. Adam, dit-il, sa voix basse mais ferme, tu as fait plus qu'assez pour eux. Ils ont eu leur chance de te traiter correctement, et ils ne l'ont pas fait. Ne les laisse pas te ramener en arrière. Tu mérites de vivre ta propre vie. J'ai acquiescé, sentant la certitude dans ses mots. Quelques semaines plus tard, grand-père m'a dit qu'il avait appelé mon père adoptif, Robert, et qu'il lui avait clairement fait comprendre que je n'étais plus responsable d'eux. Je leur ai dit qu'ils devaient faire face aux conséquences de ce qu'ils avaient semé, dit-il, ses yeux brillants de détermination. Ils ne peuvent plus t'utiliser. Je n'ai pas demandé de détails, mais je savais que grand-père avait fait ce qui était nécessaire. Ma famille d'accueil, avec son style de vie extravagant et l'irresponsabilité d'Eric et Anna, était confrontée à la ruine financière, mais cette fois, je ne me sentais pas coupable. Je leur avais donné suffisamment de temps, suffisamment de chance. Il était temps de me concentrer sur ma propre vie. Cet automne, j'ai organisé une petite fête aux Pantousses de Clara pour célébrer mon 30e anniversaire. Contrairement au dîner de Thanksgiving solitaire à Omaha, cette fois, la table était remplie de rire et de chaleur. Clara était dans la cuisine, arrangeant soigneusement une tarte à la citrouille, ma préférée depuis l'époque de la ferme. Grand-père était assis dans un fauteuil, grattant un air folklorique sur sa vieille guitare, ses yeux pétillants de joie. Quelques collègues de Thornton Enterprises nous ont rejoints, des personnes qui étaient devenues des amis, qui me valorisaient pour ce que j'étais, pas parce que j'étais le fils de Clara. Je me suis tenu au milieu de la pièce, regardant tout le monde parler et rire, sentant mon cœur gonfler. Clara s'est approchée, posant une main sur mon épaule. « Joyeux anniversaire, mon fils, dit-elle doucement.
C'était la première fois que j'entendais fils de la bouche d'une mère sans ressentir de douleur. J'ai souri, les serré dans mes bras et murmuré « Merci, maman, de m'avoir retrouvé ». À la fin de la fête, je me suis tenu sur le balcon, regardant les lumières scintillantes de Seattle. Grand-père m'a rejoint, se tenant à mes côtés. « Comment te sens-tu, mon garçon » demanda-t-il. « Libre » répondis-je, ma voix stable. Pour la première fois de ma vie, je sais où est ma place. En repensant à mon parcours, j'ai réalisé que la vie ne consiste pas à rechercher la validation des autres, mais à trouver de la valeur en soi. J'ai cru autrefois que ma famille d'accueil me donnerait un foyer, que si je faisais assez d'efforts, ils m'aimeraient. J'avais tort. L'amour ne peut pas être forcé, et la famille ne se limite pas aux personnes avec lesquelles vous vivez, ce sont ceux qui choisissent de se tenir à vos côtés, peu importe qui vous êtes. Si je pouvais donner un conseil à quiconque se sent perdu, à la recherche de sa place, je dirais, n'ayez pas peur d'affronter votre passé, aussi douloureux soit-il. La vérité peut faire mal, mais elle peut aussi vous libérer. Ayez confiance en votre propre valeur, et recherchez ceux qui vous apprécient pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites pour eux. Plus important encore, pardonnez non seulement aux autres, mais à vous-même d'être assez fort pour affronter les tempêtes. Ma vie se déroule encore, et je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être que je continuerai à travailler chez Thornton Enterprises, que je deviendrai un leader comme Clara, ou que je découvrirai de nouveaux rêves. Peut-être qu'un jour je pardonnerai pleinement à Clara, à ma famille d'accueil et aux années de solitude que j'ai endurées, mais pour l'instant, je sais que je ne suis plus l'enfant abandonné. Je suis Adam, et je me suis retrouvé. Ce message ne s'adresse pas seulement à ceux qui ont été rejetés, mais à tous ceux qui recherchent un sens à leur vie. J'ai appris que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé, et que vous n'avez pas besoin de vous accrocher à la douleur pour toujours. Lâchez prise, avancez et croyez que vous êtes digne d'un endroit que vous pouvez appeler chez vous.